Bonjour à tous, juste petit message pour vous expliquer la petite particularité de cet épisode. C'était un pilote donc enregistré avec Bot, Maël et Mollusque qui était donc pour tester le format et aussi pour donner un exemple à tous les autres invités qui sont déjà passés pendant toute cette saison. Donc déjà merci à eux trois d'avoir été là pour faire ce test. Et du coup, vous allez pouvoir écouter ce premier épisode enregistré il y a maintenant moult temps. Toujours encore un grand merci à eux et je vous laisse profiter de cet épisode. Là, je suis en train de vous enregistrer comme ça, vous verrez ce que ça donne après. Allô, allô. Quelqu'un veut du muscadet? Ouais. Je vais finir ma bière tranquillement, moi. Allez, un petit coup de muscat. Ah bon, on est vraiment à la radio, c'est trop bien. Moi, je suis d'astreinte à 22h. Un samedi? Le fromage, c'est mou. Oui, non mais non. T'aimes pas ça? Non, j'aime pas le fromage. Ah merde. Oh, putain, le relou. Je peux en manger, mais dit comme ça, non. C'est tomate olive là, celui-ci en fait. J'ai pas goûté ça. Ah ouais, c'est bon. Mais par contre, il crache pas sur la raclette, quoi. Ah oui, non, bien sûr, oui. Les pizzas, les tartiflettes, les raclettes, je prends, mais... On dirait des pas du apéricubes fromage, améliorés. Pas fondu. Au niveau du goût, ça fait un peu penser à... Ah, la betterave, mon préféré. Là, c'est parti. Attention, c'est parti. Elles vont se déshabiller? Évidemment. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Comme dans Footloose, le film. Oui, comme dans Footloose. C'est toujours le meilleur film de tous les temps. Ça l'a jamais été. Bonjour à tous. Bonjour. Donc bonjour et bienvenue dans Raconte-moi ta pépite, un podcast d'amateurs et passionnés du cinéma. Nos deux invités vont nous parler de leur pépite cinématographique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un film qu'ils adorent, qui leur met des étoiles dans les yeux, que ce soit pour sa qualité, son histoire, sa nostalgie, qui les emporte en le matin, que sais-je. Peut-être que vous avez déjà vu ces films et vous aurez envie de les revoir, ou vous ne les avez jamais vus et vous aurez envie de les regarder. Pour m'aider à l'animation, je serai également accompagné d'un co-host, et maintenant il est temps de présenter toutes ces personnes. Alors pour vous présenter, je vais vous demander à chacun de me dire votre sexe, l'âge, votre pizza préférée et l'âge de votre première fois. Et pour commencer, ça va être mon co-host, je vais demander à Mollusque de me dire tout ça. Oui, bonjour. Déjà, je voulais dire que la ligne de basse de ce générique est incroyable. Mon sexe, donc je suis de sexe masculin et plutôt dans la norme. Pour un Mollusque, c'est déjà particulier. C'est déjà particulier. J'ai 31 ans, donc bientôt l'âge du Christ. C'était quoi, 33 ans? 33 ans, ouais. C'est ça. Et du coup, ma pizza préférée, alors c'était une pizza un peu spéciale. Il y avait une moitié pizza à l'andouille et une moitié pizza camembert et lard. Oh, et du coup, le mec qui me l'a servi, elle l'avait nommé la pizza chaussette. Voilà. J'étais très content. C'est sympa. Et pour ma première fois, bientôt, j'espère. Voilà. Qui sait. Alors du coup, l'invité Bot, à ton tour. Bonjour. Donc, Bot, 34 ans officiellement, 17 dans la tête. Ma pizza préférée, moi c'est très basique, pizza reine. Mon sexe masculin, ça s'entend à ma voix j'imagine. Et pour ma première fois, je pense que j'avais environ 14 ans la première fois que j'ai vomi parce que j'avais trop bu. C'est pas précisé. On l'a pas précisé. Et du coup, donc l'invité de Bot, Maël. à ton tour. Enchantée. Maëlle, donc sexe féminin. Donc c'est bien avec 2 LE à la fin, s'il vous plaît. Donc j'ai 29 ans. Ma pizza préférée, c'est la 4 saisons, mais sans poivron, s'il vous plaît. Ah oui, quand même. C'est un peu chiant les pauvres. Ouais, c'est pas terrible. Et pour la première fois, je garderai ça pour moi. Oh, Mystère. beau. Mystère. Des mystères. Donc, pour commencer, c'est Bot qui va nous présenter son film. Donc, j'ai un petit truc d'ouverture quand même. Tu vas voir, tu vas kiffer, je pense. Je t'en prie, ouvre. Un petit peu de Mario Kart. Alors, Bot, pour vous faire deviner ce film, donc moi je l'ai vu. Bot va nous présenter un film, les deux autres ne l'ont pas vu. En tout cas, ils savent pas de quoi il va parler, donc peut-être qu'ils l'ont déjà vu. Tu vas nous envoyer une petite phrase qui décrit mal le film pour savoir s'ils arrivent à deviner avec cette phrase. Tout à fait. C'est l'histoire d'un mec qui se met à détruire des bâtiments et tuer plein de gens pour se venger de ses médecins qui lui ont causé des problèmes de peau. Freddy Krueger, les griffes de la nuit. J'aime bien parce qu'il y a eu des yeux exorbités en face. Pour se venger de ses médecins. Je pense aux Hulk, griffes de non, la je nuit, crois. ouais. Non, je connais pas. Ah non, vous l'avez pas.
Ces réponses me plaisent. J'espère entendre Deadpool. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un petit Deadpool, ouais, carrément. Ah. Ouais. Alors, je vais vous envoyer un petit son par rapport à ce film. Et on verra si vous arrivez à trouver avec ça, mais sinon, après, on partira sur ce film. Ta-na-na-na. Mais dis-moi, Evie, aimes-tu la musique? Je suppose. Je suis musicien à mes heures, vois-tu, et je m'apprête à donner une représentation très spéciale. Quel genre de musicien? Les percussions sont ma spécialité, mais ce soir, j'ai l'intention de faire appel à l'orchestre tout entier en l'honneur de cet événement. Je serais plus qu'honoré que tu te joignes à moi. Ah, c'est beau de les voir galérer en face. Ah ouais, j'ai absolument pas là. Moi non plus. Cette musique. Oui. Sa musique. Et quelle musique? Alors, rien du tout du Mais j'ai côté de pris- Maël et de... Mais en fait, la voix de l'actrice me dit quelque chose. Ah On oui, dirait mais la voix de Ah, Nathalie c'est- Portman. C'est la voix de Dr House aussi, mais. Alors, pour être précis, c'est la voix de la doubleuse de Nathalie Ouais. Portman. Et c'est ça, donc, ce que je viens de dire. Ouais, c'est la voix de, oui, de la C'est doubleuse. doublure. Alors, du coup, Mais c'était quoi ton film, Bot? Et nous allons parler aujourd'hui de V V pour pour Vendetta. Ah, d'accord. J'y ai pensé en entendant Nathalie Portman Ouais. avec le son, mais je me. Donc, je vous fais un petit descriptif rapide. Donc, V pour Vendetta de 2006 de 132 minutes. Réalisateur James McTeague, je pense que ça se dit comme ça. C'est ça. Acteurs principaux, donc Nathalie Portman, donc, qui a joué bien sûr dans Léon, Black Swan ou les Star Wars 1, 2, 3. Et Hugo Weaving, surtout connu pour l'agent Smith dans Matrix ou Elrond dans Les Seigneurs des Anneaux. Et maintenant, Bot, je te laisse nous expliquer déjà le synopsis du film pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et après, pourquoi tu as choisi ce film et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors pour le synopsis, on est dans un monde dystopique. Précisément, ça se passe en 2038. Avant de checker la fiche Wikipédia, j'aurais dit 2030. 2038, où l'Angleterre, ou plutôt le Royaume-Uni, est devenu un régime fasciste. Et nous avons donc Ivy, qui est une jeune femme qui bosse dans une chaîne de télé, qui rencontre, au hasard, V, ce mystérieux personnage portant un masque de Guy Fawkes, qui l'invite, comme on entendait dans le son, à assister à un concert qui est en fait la destruction d'une cour de justice, d'un tribunal, si je crois bien, le Old Bailey. Et ensuite, le reste de l'intrigue, il s'agit de cette vendetta de V contre le régime de ce pays, donc régime fasciste, où il souhaite en fait ramener plus de liberté. On peut parler d'anarchie, mais son but n'est pas l'anarchie. Il passe par l'anarchie pour que les gens aient une envie de liberté et de dire stop à ce régime fasciste. Bah, c'est vraiment pousser la violence. Ben, Alors, la violence est très présente. Comme il le dit, Comment la violence ramener- n'est pas la solution, mais Voilà. c'est une solution. c'est ça. C'était un des questionnements du film d'ailleurs pour moi. Oui. Est-ce qu'il faut utiliser la violence pour faire la révolution Bah, ne serait-ce que le fait qu'il porte le masque de Guy Fawkes, qui est justement un mec qui avait commis des attentats à l'Assemblée anglaise. Qui avait essayé de commettre les La attentats chambre- le la 5 chambre des novembre Lords, 1605, en effet. ouais. Du coup, Oui, il j'avais voulait faire bien marqué, c'est un membre d'un groupe provincial catholique anglais qui a planifié la conspiration des poudres. Donc c'était un attentat manqué contre le roi Jacques Ier d'Angleterre et le Parlement anglais. Exactement. C'est ça. Parce que du coup, je ne savais plus de ce que c'était Guy Fawkes. Moi, je vais vérifier quand même. Parce que je sais. mais du coup, pourquoi ce film alors? Ce film, eh bien, comme tu le disais, il me met des étoiles dans les yeux. Je l'ai re-regardé il y a 3 jours, impossible de ne pas pleurer à la fin. Alors je sais pas si on peut se permettre de parler de la fin ou si on se garde de vraiment spoiler. Tu peux y aller. Hein, les Oui. gens sont prévenus. Hein, c'est pas grave. Mais oui, pour moi, déjà, l'idée de ce héros qui accomplit une quête, pas pour lui, pas pour la gloire, mais pour une idée, pour une cause, c'est un des thèmes de ce film, c'est les personnes servent une cause, servent une idée, servent un idéal. Ouais. Cette vengeance, la façon dont il y va, sans retenue sur la violence, il détruit, il tue. Il y a un côté machiavélique. Il met tous les moyens, quels qu'ils soient, pour arriver à une fin juste, à un pays plus prospère et un régime plus non liberticide. Mais je trouve que même le personnage de V représente plus une idée ou un concept que le personnage en Tout lui-même. à fait. Enfin, c'est pas- D'où le masque. Le masque Ouais. est important. Il ne doit pas être une personne. Mm. Il ne refait que représenter. C'est ça, c'est une vraie représentation. Et tout. Mm. Donc il y a cette idée, cette façon dont ils en parlent, et il y a aussi les répliques. Enfin, il y a quelques moments où il fait des grandes tirades, toujours en revenant sur le V. Je trouve ça trop bien écrit. Je l'ai vu en VO et en VF. Dans les deux cas, c'est beau. Ça envoie. C'est bien interprété aussi. Il n'y a pas que le texte. Je pense que l'acteur fait le taf parce que
Enfin, c'est une tirade de théâtre, de grande comédie. Et à chaque fois que j'entends ça, moi, je suis sur le cul, en fait. Ah, il a une verbe, une éloquence qui est magnifique, quoi. Enfin, Tout à fait. c'est vraiment captivant. Il est mystérieux et captivant en Ouais. même temps à la fois, quoi. Mais C'est- justement, le fait qu'il porte un masque impose aussi à l'acteur d'être assez expressif, juste avec la voix. Ah, c'est là aussi où j'ai marqué Hugo Weaving, pour le coup, tu vois toutes les expressions malgré qu'il a un masque qui bouge pas, quoi. Tu comprends tout, quoi, quand il est Alors, Pour l'anecdote, en fait, Hugo Weaving est arrivé au bout de 5 semaines de tournage. C'est un autre acteur qui interprétait ce rôle au départ, sauf que il n'arrivait pas à faire son boulot avec le masque et le costume. Non, Non, je voulais dire juste un nom. son nom, je crois que c'est Prior, son nom de famille, j'ai plus son prénom en tête. Et en fait, il n'arrivait pas. Et puisque ce sont les sœurs Wachowski qui ont scénarisé et produit ce film, et que c'est l'assistant réalisateur de Matrix, donc qui bosse avec les Wachowski, qui était le réal, James McTighe, ils connaissaient Hugo Weaving, ils l'ont appelé en catastrophe, il nous faut un acteur, l'acteur principal du film s'est barré, enfin il n'arrive pas. Et il est revenu, il a fait le reste du tournage, et en post-production, il a repris toutes les scènes du premier acteur pour les redoubler. Ouais. Et en fait, il a tout redoublé en post-production, pour le son. Avec le masque, c'était compliqué. Du coup, ce que j'avais lu de lui, il disait, d'une façon ou d'une autre, même pendant le... qu'il jouait, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que tout était en post-prod. Parce que de toute façon, avec le masque, c'est compliqué. Tout à fait. Oui, t'es obligé de redoubler derrière, en fait. Il faisait quand même un effort pour que ça fasse comme s'il le jouait vraiment, enfin voilà, déjà de base, et tu le ressens quand même dans ce qu'il fait, quoi. Et d'ailleurs, si on continue sur les jeux d'acteurs, Nathalie Portman aussi, elle est superbe. Elle a aucune fausse Elle joue très bien son rôle, ouais. Parce que au début, c'est une naïve, un peu bébête, voilà, et à la fin, c'est une militante pure et dure. Et le passage de l'un à l'autre... Le passage, c'est là que je pleure pour la première fois dans le film. Le passage de l'un à l'autre... Attention, pas trop frapper sur la table, parce que ça s'entend. Quand elle est torturée, en fait... Bah oui, elle est torturée. Ouais. C'est un moment très dur à voir, et en même temps il y a quelque chose de très beau dans ce petit message qu'elle lit venant d'une prisonnière qui est morte dans un camp. Et bon bah moi ça me fout les larmes forcément. Enfin, ce moment est très important dans le film, c'est comme tu dis le passage de la jeune fille naïve à une militante n'ayant peur de rien, même pas de la mort. Et ça me fout des frissons. Ouais, ça me fout aussi des frissons de voir Nathalie Portman rasée aussi. Ça me fait toujours mal au cul de voir ça. Et du coup, est-ce que tu as déjà vu, Marion? Oui, je l'ai vu. C'est vrai que ça remonte. J'ai dû le voir au moins 2 fois, je pense. Mais je sais que la première fois, j'étais là, genre, justement, waouh! Très beau film, avec l'histoire, vraiment assez surprenant et chouette. Mais là, maintenant, j'ai encore envie de le revoir, parce que du coup, il y a plein de choses que je pense qu'on va parler qui vont, en regardant, vont me dire, ah, mais oui! Mais c'est vrai que je me souviens très bien de ce film, et d'avoir le ressenti derrière, waouh! Enfin, de dire, on a été touchés, quoi. Du coup, j'ai vu ce que t'as dit tout à l'heure, j'imagine que oui, ça te parle beaucoup V pour Vendetta. Surtout le comics d'Alan Moore, pour le coup, puisque c'est issu d'un comics, mais le film, je sais même pas si je l'ai vu en entier. Ah bah, si tu l'as pas vu, n'hésite pas à y aller après. Alors, le film diffère un peu du comics, dans le sens où l'idée a été remaniée pour correspondre à l'époque, mais l'idée et le thème principal restent plus ou moins intacts. Ok, mais très bien. Bon, en même temps, oui, c'est un mec qui est juste prêt à se salir les mains Exactement. Pour l'avenir. Et du coup aussi pour revenir sur le masque, parce que quand même c'est aussi un signe, enfin un symbole qui a été très réutilisé du coup. Totalement. Le symbole des Anonymous, où ils considéraient que cet homme révolutionnaire... En fait, ils l'ont pensé à travers Guy Fawkes à l'origine, et V pour Vendetta, ça a été une pierre en plus pour considérer l'idée de la révolution pourrait passer... Ce masque transmet une idée de révolution. Et c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé dans le système où ils ne sont pas une personne, ils sont une idée, ils sont une cause, la cause qui n'oublie pas et qui ne pardonne pas. Et ça correspond bien à ce qu'ils veulent promouvoir. Par contre, j'avais une question, parce que je l'ai plus trop en tête, mais quelle est la justification d'avoir choisi Guy Fawkes? Parce que lui, c'était plus catholicisme contre protestantisme à l'époque. C'est ça. En fait, ce qu'il voulait, c'était une opposition. Au départ, ce masque a été choisi, il voulait opposer Enfin, au départ, c'est catholicisme face au protestantisme. Et dans le comics, c'est le fascisme face à l'anarchisme. Et dans le film, c'est fascisme face à une société un peu plus libre. C'est moins... Le côté anarchique est moins présent. Okay. Mais c'est l'idée d'opposition, de la volonté d'une révolution. De se confronter au pouvoir. Tout à fait. Et d'affronter, oui. Et après, peu importe la cause, du moment que c'est une confrontation au pouvoir. La question se pose, parce qu'en plus, Guy Fawkes, du coup, il a raté en plus, du coup, sa Vendetta. Il l'a raté. Et du coup, c'est vrai que c'est bizarre de le choisir, alors que là, on essaie quand même de... Oui, mais c'est un loser magnifique. C'est un loser magnifique. Il l'a raté, mais il défendait une idée, une cause, et qu'elle ait échoué ou pas, la cause est restée. Oui, carrément. La volonté de s'opposer au pouvoir. Il y avait un autre truc après aussi que j'ai marqué, du coup, c'est donc anticipation.
mais dans une Angleterre avancée technologiquement, mais surtout Tout à fait. sur la surveillance, un peu du Big Brother, un peu dans l'idée. Le pistage, la télécommunication, mais pas vraiment sur le reste en fait. Genre sur la télé, c'est des vieilles télés, enfin tu vois Oui. ce que. Enfin c'est bizarre, c'est vraiment Ouais, il y a un surveillance. truc très anachronique. Ouais, c'est des vieilles télé avec une seule chaîne, Ouais. unique. Mais ça, c'est plus pour montrer le côté fasciste que le côté technologique. Ouais. C'est-à-dire, il y a On une en revient chaîne. assez vite justement à l'Arlésienne de 1984. Quoi. Enfin, Ouais, Oui, complètement. exact, c'est dans ce ces que je trucs-là, pensais, ouais. justement. Bah, le côté politique, bah, état policier, fasciste, Totalement. la désinformation, enfin en tout cas. Oui. Bah, c'est une des scènes du film. Ouais. Un journaliste dit on fabrique pas l'information, c'est le boulot du gouvernement, nous on la relaie seulement. Et donc les mecs savent qu'ils disent des conneries, mais ils s'en fichent puisqu'ils ils se sentent pas responsables. ça me rappelle une situation. Ah. Il y a le couvre-feu aussi en ce moment, ça nous parle beaucoup, on est en plein dedans. Oui, les couvre-feux qui effectivement. sont tous les jours déjà de base et en plus. Oui, puisque le point de départ de ce système fasciste dans le film, c'est un virus qui a tué plein de gens et ils ont échangé leur liberté pour de la sécurité. C'est ce qu'on fait un Merci. peu en ce moment. Alors, Ah, quand j'ai revu le film, je fais, oh, c'est vrai que j'ai oublié le coup du virus, enfin, j'avais oublié, je fais, ah bah dis donc, c'est bien pour l'époque. Mais du coup, dans le film, il y a la phrase un peuple qui sacrifie la liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Je sais pas quoi. Oui, si Ouais. je me C'est trompe qui pas, qui avait oui. dit ça déjà? C'est... Oh la vache, tu fais mal là. Alors, à l'origine, je ne saurais pas te dire qui Ah, je vous ai dosé là. Ah, Ouais, carrément, je sais ouais, plus, ça ouais, laisse je sais plus. plus. bien vu. Je sais pas qui est le premier auteur de cette phrase. Pour Ouais. moi, c'est V, mais Ah non, je pense que c'était un homme politique. il l'a Ouais, repris, je pense ouais. que c'est un homme politique à l'origine. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas trop grave, mais oui, il y a cette phrase. Mm. Ouais. Et aussi, je trouvais tu voyais aussi beaucoup de propagande. Plein d'affiches partout, un peu Oui. comme on peut s'imaginer dans la Seconde Guerre mondiale ou des choses comme ça. Mm. Beaucoup de propagande à fond, partout quoi. Je trouve que c'est assez bien foutu là-dessus quoi. Et justement, dans les propos du film, on a aussi l'effet de contre-propagande. C'est-à-dire que la méthode de V pour promouvoir son message, c'est d'envoyer des centaines de milliers de masques partout en Angleterre. En fait, c'est-à-dire que si certains propagent leur message à travers la télé ou autre, lui il trouve son moyen pour propager son message et donner les moyens aux gens d'avoir une contre-proposition face à cette propagande. Et Ça, c'est assez intéressant. Bah, c'est la scène Mais- de fin où tout le monde Et est masqué. ça fait penser aussi un peu au dernier Joker, où Oui. ils sont tous après en Joker, et Exactement. justement pour créer un peu l'anarchie, des Ouais. choses comme ça. Tout à fait. Bon, alors lui par contre le Joker c'est plus de l'anarchie pour Oui. foutre le buzz, Alors lui, c'est de la vraiment, vraie anarchie. La vraie C'est de la anarchie, en anarchie, effet. mais il y a l'idée franchement Voilà. ouais, Mais alors, du coup, via ces masques, il propage son idéologie sans forcément donner de directif. Ouais. Non, et il leur donne la possibilité De de désobéir. porter ce masque. Et il le fait à un moment où il demande à chacun de se rendre. C'est un peu la fin, je vais spoiler. oh non vas-y, hein. Il propose à chacun de se rendre devant le Parlement, justement, qu'il compte détruire. Et en fait, assister à cet événement, c'est, on va C'est dire, une libération. accepter ce qu'il fait et être une sorte de complice. Et il fournit à chacun des masques pour pouvoir assister à cet événement. Moi je trouve qu'il propose plus une libération, une possibilité de pouvoir parler quoi, parce que du coup il n'y a pas cette possibilité actuellement. C'est de laisser en fait le droit de parole à tout le monde quoi. Il dit à tout le monde c'est bon, réveillez-vous, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de contredire, vous avez le droit de... C'est ça. Ça vient là en fait. Après C'est comment vous révolté, l'utiliserez c'est à vous de voir, mais... C'est ça. Et c'est des très belles scènes, notamment quand il diffuse son message à la télé, ou toutes les scènes en fait où on voit ce que les gens voient à la télé dans le film. Il y a ces plans sur les familles qui sont intéressants. T'as des familles très normales qui regardent ça et tu vois que toutes sont totalement d'accord avec ce que dit V. Et quand ils entendent les propos officiels des journalistes, à chaque fois ils font bullshit quoi. Ouais. Ils savent qu'on leur dit de la merde. Et quand ils voient un mec qui leur balance cette vérité dans la gueule, ça leur parle Et en plus je complètement. trouve ça encore plus fort parce que c'est une gamine qui doit avoir 8-10 ans qui le dit... c'est faux ce qu'il raconte. Oui. Des fois, enfin, Et y a c'est pas la, qu'elle, même- mais... c'est la même gamine qui se fait Ouais. tuer. Et qu'on voit et tout machin, et quand tu vas, tu fais putain, même une gamine de 8-10 ans comprend facilement que c'est des conneries qu'ils sont en train de dire en face et tout, machin, tu fais. Ça c'est bien foutu. Très. Très. Mais en tout cas, V pour Vendetta, c'est un très bon film. Il y a les belles scènes quand même, il y a aussi un amour compliqué entre du coup Evie et V. Tout à fait. C'est, Amour impossible. impossible, ouais, parce que lui il sait très bien jusqu'où il veut aller. Il sait jusqu'où il veut aller. En plus de ça, il sait que sa peau, comme je disais au début, c'est un grand brûlé à 100% au 5e degré dans les Zola. À un moment, il est même dit qu'il a même plus d'yeux, tellement il a été défiguré par les flammes. Et oui, il sait que pour lui, l'amour, ce sera de l'amour romantique, mais pas physique à la rigueur. Ouais, tout à fait. Et de toute façon. Et c'est ce qu'il vit avec Ivy.
Elle tombe plus ou moins amoureuse de lui, mais elle tombe amoureuse de la cause, Et ben, plus que de l'homme. justement, ça revient à la scène où elle l'embrasse Sur le masque. Du coup, on n'embrasse pas l'homme, mais vraiment, pareil, Mais la l'idée cause. et La cause. Ouais, c'est un très très bon film. Quand tu m'as envoyé ça comme lien, je fais ouais, très bien, moi ça me fait plaisir de revoir un film comme ça. Tu m'étonnes. Mais j'étais ravi d'avoir l'occasion de le revoir, et je pensais pas que je pleurais autant. Encore une fois, ça m'a tellement touché quand Oui, je parce que Ouais. tout à l'heure, t'as dit j'ai pleuré pour la première fois, donc il y a eu plusieurs scènes du coup qui t'ont Il y a vraiment plusieurs scènes touché. qui me touchent Ouais. beaucoup. La scène de la torture d'Ivy. Après, c'est dur à regarder aussi. Enfin, je C'est pleure très aussi dur. par empathie avec le personnage qui souffre. Elle en chie vraiment bien. Et ensuite, je crois que c'est la mort de V, la deuxième fois que je pleure dans le Elle est film. belle, hein. Enfin, Ah oui, c'est une belle mort. C'est une très belle mort. C'est le son qu'on a entendu là à la fin, justement, il est mort et on envoie les bombes. Et t'as la musique qui retentit, donc c'est à ce moment-là en général que. En plus, t'as tout le monde dans la rue qui retire ses masques. En Les même gens, temps, les enfin, gens dans ouais, la t'as- rue, c'est très T'as émouvant. toute une voir ce scène peuple, super oui. forte. Enfin, c'est pas vraiment sa mort en elle-même, c'est tout ce qui suit derrière qui fait monter L'émotion tout ce et qui qui s'en l'entoure. dégage. Ouais. C'est ça. J'avais vu cette scène, donc tous les gens dans la rue, je me suis renseigné là, sur le film, tous les gens dans la rue, donc ils ont vraiment tourné dans Londres, ces scènes-là, et c'est la première fois et la seule fois où ils ont pu bloquer certaines rues de Londres la nuit, autour du Parlement et de bâtiments officiels, pour un tournage de film. Ils ont négocié pendant 1 an avec, ce que j'ai vu, 15 agences gouvernementales britanniques pour avoir le droit de bloquer la Contrainte rue. de sécurité, du coup. Ouais. Et parce qu'en fait, à côté de là où ils tournaient, c'est la résidence du Premier ministre anglais. Ouais, donc Et c'est chaud quand donc, même. ils ont beaucoup négocié, il y avait plein de contraintes pour pouvoir faire ces tournages. Puis on a du figurant, hein. T'as pas 10 personnes quoi. Enfin, je veux dire, Ils déjà, sont- t'as ouais. l'équipe de. Voilà, qui est une À mon cinquantaine, avis, j'en sais rien, fallait mais- montrer pas de blanche, je crois, de figurant sur le truc aussi. fallait, mais- ouais. Je pense, oui. Ah, je pense que ouais, ça a duré 5 jours, enfin 5 nuits du coup, pour le Oui. coup. J'avais regardé, j'ai fait, ouais, 5 nuits comme ça va être assez compliqué. Pourtant, il n'y a pas tant de scènes que ça. Hein. Je te dis, c'est très court hein, pour 5 nuits. Hein. Ah oui, ça Ouais. passe vite. Hein. Mais, Mais c'est le crescendo du film. C'est le moment attendu pendant 2 heures. un petit dernier mot pour dire aux gens, allez voir ce film ou revoyez-le, Bot. On a déjà beaucoup dit. Un petit mot général quoi. Le scénar est bon, les acteurs sont bons, la musique est belle. Pourquoi avoir besoin de plus pour regarder ce film? C'est tout simplement, c'est beau. Manger des pommes, alors. bah. Mangeons des pommes. Et du coup, j'ai maté le Fils du Masque pour avoir rien, quoi. Bon, pour les gens et tout, j'aurais fait la vanne que Bot avait choisi le fils du masque. Bah, si vous voulez aller le voir, allez-y, mais vous allez passer un mauvais moment. J'ai entendu que c'est un film très mauvais. Je les ai pas vus. Surtout quand on est nostalgique de The Mask, ça fait très mal au cul de regarder le fils du masque. J'espère qu'un jour quelqu'un choisira The Mask. Tu passes un message, là. Pas le fils. Du coup, on va passer à l'entracte. Je vais vous envoyer un petit son. Attention, ça fait mal. Alors, qu'est-ce que c'est l'entracte? C'est un petit moment entre nous, juste voilà, pour nos invités, je vais leur demander leur acteur et leur actrice préférée. Je vais commencer par Maëlle, vu que t'as pas encore eu le temps de trop parler. Ouh. Qui est ton acteur préféré, qui est ton actrice préférée? C'est très difficile à choisir. Ah, hein. c'est toujours Franchement, bien, c'est quand on très dit une seule ouais. et un seul, c'est très bien. Et j'avoue que même là, je sais pas, j'ai plein d'acteurs que j'aime beaucoup. Il faut que ça dès que le premier qui vient. Ouais, la C'est première ça. fois. Après, en plus, il y a entre acteurs américains et français, on va dire. Il y a une différence. Donc, je pense que je vais faire un. Côté acteur, je vais prendre un américain, je vais prendre Joaquin Phoenix. Ah, il est pas mal. Et en plus, avec le Joker il y a pas longtemps, Voilà. Il a suggéré comme son art. Mais oui, exactement. Puis il n'y a pas que le Joker aussi, il y a des rôles dramatiques comme Air, où elle est vraiment. Enfin, je trouve, ouais, c'est vraiment un très bel acteur qui défend aussi pas mal de causes, etc. Et Un on peu a... taré dans sa tête, par contre. Oui. Mais non, il est chouette. Et en actrice, donc là, je vais aller côté français, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a plein de très bonnes actrices françaises. Mais je pense que je vais choisir Juliette Binoche, Ah ouais. qui a une très belle et longue carrière et qui est encore super voilà, dans tous ses films. Pour le coup, une belle carrière internationale aussi. En plus, international aussi, ouais, parce que même dans ses, on va dire, milieu de carrière, a pu jouer dans des films avec Johnny Depp, des choses comme ça. Et qui, pareil, défend pas mal de causes aussi, voilà, qui profite de sa notoriété pour... Bah ouais, carrément. Voilà. Très 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 bon choix. Bon, après, il n'y a pas de mauvais choix. De toute façon, c'est une question de Merci. goût. Oui. Bot, actrice et acteur préféré? Actrice, j'avais pensé à Virginie Efira. J'aime bien la façon, enfin, dans ses rôles, son souffle qu'elle donne au personnage, même si j'ai l'impression qu'en fait, ça se ressemble beaucoup. C'est sa même actrice. Alors, j'allais mais- dire, il y a un sketch, je crois que c'est du Palma Show, où il y a Virginie Efira,
où ils cherchent un scénario, il y a Virginie Fira qui fait le même sketch que d'habitude, un truc romantique ou machin, Oui. et du coup elle joue se faire un sou de sa gueule, et du coup C'est je ça. trouve ça très drôle quand Ah, je en fait, elle le fait bien, Ouais. mais ce serait bien de l'avoir dans autre chose. Et c'est pour ça que Adieu les cons, qui a été un film hier soir primé au César, pour info, et César c'était hier soir pour nous. Et ouais, je pense que ça peut être bien de l'avoir là-dedans, où c'est pas trop romantique, où elle joue autre chose. Mais il y a eu Et- un film qui est sorti il y a 1 an et demi, je dirais, qui est, ouais, je joue pas avec quelqu'un de romantique, plutôt quelqu'un un peu dépressif. J'ai plus le nom du film. C'est avec... Cyril. C'est ça, oui. Ah, je l'ai Et pas vu, ouais. ouais. Et ben ça revient un peu au même. Alors elle est célibataire, mais elle a des problèmes de cœur, elle a des problèmes de... Oui, mais c'est moins comédie romantique qu'on a c'est pu moins voir. comédie ouais. romantique, mais j'aimerais la voir dans d'autres rôles. Je Oui. pense qu'elle peut très bien jouer plein de rôles différents. Ouais. J'aimerais la voir dans autre chose. Elle est Puis géniale. aussi, vu qu'elle intervient une fois dans Kaamelott et que j'aime beaucoup Kaamelott, j'avais pensé à... Voilà. Ah ouais, il y a des gars comme ça. Voilà. Et après, c'est peut-être parce qu'elle est plus à l'aise dans un registre que dans les autres, non? Je Je pense, saurais je pas pense dire. que c'est ce qu'on lui propose aussi. quoi. Ouais, elle est un peu accrochée au truc malgré Ouais. elle, quoi. L'étiquette, quoi. Oui, un peu. Et en acteur, du coup, tu vas dire Alain Chabat parce qu'il joue dans Kaamelott. En vrai, j'y ai pensé. Et je me suis dit non, on va aller vers autre chose. Et j'ai pensé à Jean Dujardin. Donc c'est pas vraiment mon acteur préféré, mais c'est un acteur que j'aime bien. Parce que il peut jouer un peu tous les styles. On l'a vu dans du tragique, dans du comique, dans de l'action. C'est notre Belmondo 40 ans plus tard un peu. Bientôt politique en plus. Comment? Bientôt dans du politique. Oui, il va jouer, effectivement, c'est ça. Nicolas Il va Sarkozy. faire un simili-président C'est un vrai, peu j'ai- tiré de Sarkozy. Ouais, je savais pas. Et parce que OSS 117. Ouais, clairement. Voilà, aussi. Quoi, un gars et une fille? Alors bien sûr, mais en plus que ça Les diffuse à la télé, Denise. je regarde hein, et ça me fait rire hein, toujours. Ah, il y a une fille, c'est une très bonne Ah bah, sitcom c'est- marrante. Oui, c'est vrai que ça marchait bien. ouais. Et, ouais. Et donc voilà, Jean Dujardin. Ok. Et du coup, on va passer à une question plus générale. Et je vais demander à Mollusque de parler en premier, parce que du coup, les autres ont eu le temps de... Ce sera pour tout le monde. Votre premier souvenir de cinéma déjà, je sais pas, environ quel âge, avec qui, quel film Alors, sache que j'avais mon idée du truc, mais j'ai quand même consulté ma frangine. Et, du coup, on n'a pas le même truc. On est jumeaux avec ma frangine. Du coup, on n'a pas la même idée de notre premier souvenir de cinéma. Pour moi, c'était le Roi Lion à la salle Émile Joulin, Longuet Jumelles. quoi. Oh putain, donc la salle Ok. des fêtes de Longuet. quoi. De notre patelin. Il n'y a pas de cinoche dans notre patelin, donc c'était la salle des fêtes qui faisait office de cinoche à l'occasion. Et donc, pour le Roi Lion, ça l'avait fait, quoi. Putain, la Et vache. donc, je pense que j'avais 5 ou 6 ans, et on avait vu le Roi Lion. Et tu t'en rappelles Et ben, je me souviens pas dans les détails de la séance. Ouais, mais tu te vois Mais je me présente, souviens je me souviens de l'entracte par exemple, je me souviens de plein de petits détails comme ça. Donc c'était assez cool. Et pour ma frangine, elle, c'était quand on a été voir La Vache et le Président. Donc on avait déjà 10-12 ans quoi. Et il y avait personne dans la salle, on était que tous les deux. Donc, Rentable. c'est son petit moment avec son frère, c'est pour ouais, ça. mais du coup, on avait fait de la merde. On regardait un peu le film vite fait quoi. Mais en gros, on sautait sur les sièges, enfin on profitait de toute la salle parce qu'on l'avait pour nous deux quoi. Voilà, pour elle c'était ça. Donc, Bon, je vais rebondir avec le mien avant de vous... Ouais, c'est La Menace Fantôme. J'avais 9-10 ans en fait, mon vrai premier souvenir où je vois un film, je m'en rappelle bien, et je suis pas avec mes parents, je suis avec des copains. Donc et du coup, c'est La Menace Fantôme, du coup peut-être qu'il m'a aussi rappelé tout mon amour après pour Star Wars, en général quoi, mais... ou toute ma geekerie aussi en général peut-être. Mais... mais ouais, en y repensant, je me suis putain en fait avant La Menace Fantôme, j'ai pas de vrais souvenirs. J'y suis allé, mais c'est pas... y a rien de présent vraiment dans ma tête là-dessus. Et toi Maëlle, c'était quoi du coup? Bah moi c'est comme Mollusque, c'est le Roi Lion. En même temps, ouais. Voilà, j'ai le souvenir de... À l'époque, j'habitais dans une petite ville où les films sortaient 3 semaines après tout le monde, et j'ai le souvenir de faire la queue avec mes parents et mes sœurs pour aller voir le Roi Lion, et à la dame qui passe à l'entracte avec son petit casier de bonbons pour... voilà. Donc c'est les petits souvenirs. Bah ouais. Et voilà, T'avais c'est... quel âge du coup? Parce que c'était- Et- Bonne question. Ça devait être une de rediff parce que... Ah mais je te dis, on sortait en retard les films là-bas. 5 ans il après. est Ouais. il est de Ah, ouais. 95 ou 96. 94 il est. Ouais, bah 3-4 ans, tu vois. 4 ans. Putain, Ouais. tu t'en rappelles- putain, moi j'ai pas de souvenirs avant mes 6 ans. Mais... Et toi, Bot, du coup, c'est quoi? Et Moi, moi, mais c'est que tu picolais trop déjà les Ah putain, à l'école, ça m'a tué les neurones. À la vôtre, en fait. totalement. Moi, premier souvenir, j'avais 8 ans et mes frères, qui sont bien plus vieux que moi, m'avaient emmené. En fait, mon frère Alors, aîné Freddy avait. Krueger, on en revient. Mon frère aîné venait avoir son permis et donc il voulait aller au ciné et il m'avait emmené voir The Mask. Oh. Non. Et je me souviens que j'avais adoré et dans ma tête je me disais oh, mais c'est ça le cinéma, c'est trop bien. J'ai compris après que j'étais trouvé sur un bon film et que bah, après j'ai vu des boules. En plus, pour un gamin, c'est nickel The Mask. Quoi. Enfin, tu vois, il y a Ah oui, avec les oui. mimiques de Jim Carrey, du masque, enfin, c'est nickel. Totalement, enfin j'ai hurlé de rire du début à la fin, c'était trop bien.
Le film suivant, c'était Pocahontas, et j'ai compris que tous les films se valaient pas. T'es dur. Oh, ça va. C'était mon Disney préféré. Eh ben, je préfère The Mask à Pocahontas. Oui, clairement, mais Pocahontas, c'est pas une bouse non plus. quoi. Non. C'est bon. J'avais pas accroché. Ouais. Vous laissez la jouer rebelle. Mais quelle est la couleur du vent? Putain, mais quelle belle voix, pas dans le bon rythme et tout, c'est magnifique. Bah, merci. On va passer au film de Maël. Donc, je vais vous faire une petite ouverture. Ça fait mal aux oreilles. Hein. Ah, ça réveillera les gens. Hop là. Donc, Maël, à ton tour, tu vas nous donner une petite phrase pour mal décrire ce film. On va voir si les autres devinent. Alors, ok, vous êtes prêts? Ouais. Voyage cérébral à la recherche d'une femme aux 1000 teintures capillaires. J'ai une autre phrase en tête, si vous voulez. Au pire, on aura une deuxième comme ça. Voyage. À la Cérébral. recherche d'une femme aux 1000 teintures capillaires. Exactement, c'est ça. Ça, y a rien qui te dit. Ah, Scott Pilgrim versus Ah, Zero. non, c'est vrai que Ah. je comprends pourquoi, mais bon. Je ne connais même pas. C'est le cérébral qui Tu peux envoyer la deuxième au pire au cas où, comme ça. Sinon, voilà, c'est juste une histoire d'amour d'un couple qui perd un petit peu la mémoire. Ça m'évoque des trucs, mais je retrouve pas. Attends, ça va Ils perdent tous les deux la mémoire. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yes. Ah, je l'ai pas Bien vu. joué. Ok, j'ai une lacune là, désolé. Ok. Bon, du coup, je vous envoie quand même le petit son là-dessus. On va voir si vous connaissez bien votre italien ou pas. Clementine Kruzinski ha fatto cancellare Joel Parrish dalla sua memoria. En italien, c'est pas mal la bande-annonce. Mais pourquoi? C'est un coda. È tutto uno scherzo. L'ho écouté plusieurs fois, je trouvais ça drôle. Sicuro di no. Sia sufficiente dire comunque che la signorina Kruzinski non era affatto felice. Perciò ho voluto... Tu reconnais les moments là? Ah bah oui, avec les petits sons là. Perché invece non lo prendi come un segno? Da un taglioletto e basta. Giusto? Alla base dei nostri ricordi c'è come un nucleo emotivo e quando si estirpa quel nucleo ecco che inizia il processo di degradazione. Perciò al suo risveglio mattutino i ricordi che abbiamo ammirato saranno Ça, c'est le professeur. dissolti. È un bel sogno che Tu après, svanisce. t'auras Jim Carrey. Sta andando tutto in pezzi. Ti sto cancellando e sono molto felice. È il finale perfetto per questa storia di merda. Merda, c'est bon, vous l'avez? Merda, c'est Merda. Et la musique, elle est trop cool. La BO, elle est vraiment Très sympa. Ouais, elle est vraiment chouette. Donc, je vous fais le petit récap du film. Donc, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, excusez-moi. Très dur à 2004, 108 minutes, de Michel Gondry. Donc, en acteurs principaux, donc il y a Jim Carrey, donc on en a parlé juste avant, The Mask, Truman Show, Woody Allen par exemple, qui étaient tous avant le film d'ailleurs. Kate Winslet, donc Titanic avant, largement avant pour le coup, c'est 97 Titanic. Et Les Divergents, pour ceux qui les ont vus par exemple. Et il y en a trois autres, donc qui sont un peu... surtout trois. Il y a Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood dedans. Et ça vaut le coup, parce qu'on voit Mark Ruffalo en culotte, alors que maintenant on le connaît en Hulk, et ça fait quand même une... On est gros. Ouais. Elle, je te laisse nous expliquer le film et après aussi pourquoi tu l'as choisi du coup. Donc le film, c'est l'histoire d'amour de Joël et Clémentine. Voilà, une histoire assez passionnelle. Joël, c'est quelqu'un de plutôt discret, réservé, avec une vie assez monotone. Alors que Clémentine, c'est quelqu'un qui est très vivante, assez loufoque, qui est très extravagante même, on va dire. Voilà, je reviens sur les teintures parce que dans le film, on trace en fait la chronologie du film grâce à ses couleurs de cheveux. Et l'histoire donc est cette histoire d'amour passionnel qui se finit. Et quand Joël essaye de retrouver Clémentine, Clémentine a complètement oublié Joël. Elle ne se souvient plus de lui. Il comprend pas et en fait il apprend qu'elle a effacé toute leur histoire d'amour de sa mémoire. Et pour éviter de s'offrir, il décide de faire de la même chose. Et donc voilà, le film retrace en fait les différents moments de leur histoire. Et du coup, pourquoi ce film alors? Parce que c'est pas une histoire d'amour un petit peu comme on voit dans toutes les comédies romantiques, comme on parlait tout à l'heure. C'est vraiment une histoire d'amour assez sincère, je trouve. Et elle fait vachement réfléchir en fait sur justement l'intérêt de la mémoire. Parce qu'on se rend compte dans le film, donc j'ai le droit de raconter un petit peu. Ouais, de toute façon, c'est vrai. On se rend compte dans le film que quand Jim Carrey décide d'oublier Clémentine et qu'ils font le travail, donc c'est un docteur, Lacuna, enfin le Labouche, qui s'appelle Lacuna,
quand ils viennent intervenir pour effacer Clémentine de sa mémoire, il se rend compte qu'il ne veut pas l'oublier en fait. Même si ça a été très dur, même s'il y a eu des moments très difficiles, il y a aussi surtout beaucoup de beaux moments qu'il ne veut pas perdre. Et donc voilà, ça c'est vraiment chouette, comme quoi la mémoire fait partie de nos vies. Il faut vivre un peu avec son passé en fait, et pas décider de le supprimer. Et en plus aussi, je trouve que en le regardant, en le re-regardant, on apprend plein de choses en fait. C'est ça qui est chouette comme film, c'est qu'on se rend compte de petits détails qu'on ne se rendait pas compte avant. Bah, clairement, la grosse question philosophique du film, c'est doit-on oublier nos malheurs pour mieux vivre en fait, quoi. C'est vraiment ça en fait. Est-ce que ça vaut le coup de... Ouais. Alors du coup, pour le coup, en faisant des recherches, je sais que c'est un truc de Nietzsche. C'est un truc que je savais pas. Mais cette recherche-là, c'est Contré versus... Ah, j'ai oublié le nom du deuxième. Je sais plus, mais oui. En gros, enfin voilà, quoi, Nietzsche qui disait non, il vaut mieux tout oublier parce que le bonheur c'est dans l'oubli. En fait, on l'est plus facilement dans l'oubli. En gros, je résume très... Voilà, quoi. Je crois que c'était Dumbledore. Hein. Dumbledore, il oublie Harry Potter parce qu'il croit que ça va lui faire du bien, mais non, c'est pas pareil. Mais surtout, on apprend avec le film que malgré l'oubli, en fait, on revient. Ouais. Voilà. Parce que, malgré, en fait, le fait que Clémentine oubliait Joël et Joël oubliait Clémentine, et ben, ils arrivent inconsciemment à se retrouver et à recréer cette première rencontre. Et c'est un peu aussi le sujet du destin, en fait. Ouais, ta mémoire change pas ta nature, en gros. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même là, jusque-là, c'est même l'amour de ta vie, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment... c'est ton âme sœur, quoi. D'une façon ou d'une autre, même si tu as oublié, tu retourneras vers elle, quoi. C'est ça. Lui, quoi. Ça bon, quel sens, quoi. Et en fait, ce qui est assez chouette aussi dans le film, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une deuxième histoire d'amour dans ce film, entre le docteur et une de ses employées, Kristen Dust. Et en fait, ça, on se rend compte à la fin. Et elle déclenche aussi tout un... Voilà, parce qu'elle-même se rend compte, en fait, retombe amoureux, encore une fois, donc toujours ce problème de destin, retombe amoureux du médecin, et se rend compte qu'ils avaient déjà eu une histoire d'amour, et qu'elle avait décidé de l'effacer de sa mémoire, et à la fin, quand elle se rend compte de ça, elle se dévoile à tous les patients. Ouais, super ça. Voilà. Non, ce film, moi, je le trouve... Bah, en fait, ouais, du coup, en faisant des recherches, je suis tombé sur un mot pour Joël, c'est neurasthénique. Je le connaissais pas. Ah. Et la définition, je l'ai trouvée très bien. C'est en gros, c'est une névrose ayant pour effet la tristesse, un manque de volonté, une idéation difficile, donc une difficulté à avoir des idées, et le plus souvent des malaises physiques tels que des maux de tête. Bah, je trouvais que ça allait très bien avec lui, parce qu'on voit qu'il a... il est névrose, il est très timide, il a une tristesse en lui. Il est dépressif en gros, non? C'est de la à la limite, on va dire. Dépression. Ouais, on va dire qu'il est à la limite. Ouais, en fait, on voit aussi qu'il est en manque d'amour, quoi. Il a vraiment un besoin d'amour et que c'est une bonne patte, qu'il est gentil, mais qu'il a pas assez d'amour qu'il va en avoir, quoi. Après, quand il rencontre Clémentine, il est en relation avec quelqu'un depuis hyper longtemps. Et j'ai appris en me renseignant qu'en fait, normalement, il y avait des scènes tournées avec cette personne, Naomi, avec qui il est, qui ont été complètement coupées. C'était Hélène Pompeo, je sais pas si vous voyez, l'actrice de Grey's Anatomy, qui jouait en fait le rôle de Lex. Et il y a plein de scènes coupées où la scène de rupture où ils rompt avec elle pour se mettre avec Clémentine, et il y a plein d'autres scènes comme ça. Et finalement, en fait, elle est sortie du film. Ouais, parce qu'on en revient plus ou moins à se dire qu'on sait qu'il est avec quelqu'un, mais que ça n'a pas l'air d'être ouf. Voilà. On comprend très loin sans... Et je pense qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt au film, en fait. Enfin, ça a peut-être plus perdu justement nous, en tant que spectateur. Ils l'ont peut-être enlevé au montage en se rendant compte que ça pétait le rythme. C'est ça, ouais. Et du coup, avec Clémentine, moi, c'est ça. Là, c'est complètement l'inverse. C'est sociable, super, vraiment très lunatique. Oui. Parce que un coup, elle est très joyeuse, des fois, elle a une tristesse limite dépressive aussi. Mais je trouvais qu'elle est vraiment super bien jouée. Ouais. Il y a un truc que j'ai vu dans ce qu'elle a dit, Kate Winslet. C'est bizarre parce que en gros, ils jouent plus ou moins les rôles qu'ils ont inversés. Kate Winslet, on la connaît plus pour faire une névrose dépressive, machin. Et Jim Carrey pour être le mec l'excentrique et machin. Et du coup, ça fait une belle échange de rôles, quoi. Voilà, et chacun a pu sortir un peu de leur registre. Leur registre, c'est ça. Et je trouve ça super chouette, justement, un peu à la suite de Truman Show, de découvrir Jim Carrey dans des rôles un peu plus dramatiques, on va dire. Après, Jim Carrey, il a quand même un éventail de en palette d'émotions qui est assez large. Je pense au Truman Show, justement. J'ai plus le nom. Il n'y en a pas tant que ça qui... il a souvent eu le droit au rôle d'excentrique, mais il s'est quand même donné dans autre chose, quoi. Il a fait autre chose dans numéro 23, si je me trompe pas. Non, si c'est 23. Après, on voulait parler des bons films. Donc... non, j'ai bon. Et dans ce film-là, je le trouve bon et c'est intéressant. Ce qu'il mais lui, il joue très bien, ça change rien. Et après aussi, le film, c'est Michel Gondry, donc un réalisateur français. En plus, c'est ça qui est chouette. Pour un film américain, voilà, on a un réalisateur français qui a fait d'autres super films. On pourra vu L'écume des jours, et même par rapport à des petits courts-métrages qu'il fait, il est vraiment très fort. Les clips aussi, il est très fort là-dessus. Voilà, sur les clips, avec des images qui... je sais plus comment... C'était pas lui, le premier clip de Daft Punk
Je crois qu'il a dû Alors, faire un il a fait un clip de clip de Daft Daft Punk, Punk. c'est sûr, ouais. Ah, si c'est le premier, Oh, mais il, je crois a- que c'est il a- lui. il en a fait à balle de Ouais. clips de toute façon. Ouais. Je crois qu'il existe un DVD justement qui compile un peu les clips qu'il a réalisés, qui est assez sympa. Mais bref. ça se sent dans le film parce que sur les. Parce que du coup, on voit vraiment le vrai film, c'est tout le temps où tu vois Jim Carrey, donc Joel, qui va perdre ses souvenirs petit à petit et qui court après ne pas perdre les souvenirs de Clémentine dans son cerveau. Et du coup, t'as des effets de mise en scène, des trucs qui disparaissent, des visages qui étouffent. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique. L'imagerie du film est vraiment super bien. Et les transitions d'une scène à une autre, il passe une porte, il rentre autre part. Ou même pas, juste il y a un entre-deux portes, donc du coup il est autre part. Enfin, c'est Ouais, mais c'est ça. Gombrich travaille vachement sur l'onirisme en général. Du coup, on est j'ai pas complètement vu le là-dessus. film, mais du coup, c'est ce que ça a l'air de retranscrire finalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc, je crois qu'il a eu l'idée avec son scénariste. Alors, j'ai plus le nom, c'est Charlie, je crois, quelque chose, je sais plus. Non. Si, c'est Charlie Kaufman. Voilà. Et en fait, le scénariste, c'est le scénariste de Dans la peau de John Malkovich. Donc, on est un peu sur le même système dans le cerveau, etc. Et je crois qu'ils ont eu l'idée ensemble du film, justement. Et en gros, c'est un travail vraiment tous les deux. Ah oui, j'avais lu l'anecdote d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment genre ils s'étaient rencontrés et puis Charlie Kaufman il lui fait j'ai une idée de film. En fait, qu'est-ce que tu penses si on pouvait choisir d'enlever certains de nos souvenirs en fait malheureux comme on voudrait quoi. C'était juste ça à la base. Et par contre, ça a duré longtemps après avant qu'ils sortent le film, mais ils en ont parlé. Devant un apéro sur une petite suze, voilà, quoi, à la française. À la française. Alors il faut. Ouais. Après aussi, j'ai remarqué aussi la musique du film. Surtout à un moment, c'est au moment où il y a l'opération qui va commencer. Enfin, je dis l'opération, mais je sais pas si on peut dire ça vraiment, mais ouais. Oui, la mise en place est une musique très dramatique. Alors que tu te dis, normalement, il fait ça pour lui, quoi. Et en fait, ça montre bien que ça va être en fait une chose plutôt mauvaise qu'une bonne chose, quoi. C'est très fort, quoi. La musique est anxiogène, ça Non, c'est vraiment une musique de drama très forte, très triste. Tu sens qu'il y a une tristesse dans la musique. Alors que quand tu le vois, tu te dis, bah non, en fait, lui, c'est pour retirer justement ces moments tristes qui fait ça, quoi. Et là, ils mettent une musique qui est un peu contraire au truc, et je trouvais que du coup, ça montre bien que derrière, c'est peut-être pas si bien que ça, quoi. Et j'avais une question qui est peut-être pas forcément très utile, mais ça se manifeste comment l'effacement de mémoire? C'est une thérapie ou c'est une action un peu brutale de chirurgie ou je sais pas En quoi, fait, donc lui, il prend des rendez-vous avec le médecin où il raconte du coup toute son histoire avec Clémentine. Il donne tous ses souvenirs matériels aussi. Donc après, soi-disant, ils doivent préparer une étude, enfin un truc, cartographie du cerveau, où est placée Clémentine dans la mémoire. Et en gros, ça se passe, ils lui donnent un médicament pour qu'il s'endorme, et après, ils lui mettent un petit casque sur la tête, et avec une machine, ils arrivent à effacer. Voilà. Ok. C'est très... Mais ça se fait pas en 2 minutes, quoi. Non. Ils y passent la nuit dessus, quoi. Voilà. À faire ça, quoi. Oui, non, mais je pensais plus à un truc thérapique au long cours, finalement, au départ, quoi. Non, c'est technologique. À base d'hypnose ou je sais pas quoi. Non, effectivement, c'est vraiment un truc qui est censé fonctionner très rapidement. Très technologique, très mal fait, en plus, le casque très dégueulasse. Oui, je pense que c'est voulu. Ouais, je pense que c'est complètement grotesque. Même l'écran, c'est un écran des années 70 où t'as juste au bas ou des choses comme ça. Exactement. Sur 2004 quand même, c'est un peu mieux que ça quand même normalement. Quand même, ouais. Et justement, je pense que c'est pour un petit peu. On sait que c'est pas possible en fait, je pense, d'intervenir comme ça dans le cerveau et donc autant le faire montrer que c'est vraiment pas possible. Et justement, cette scène où il lui efface la mémoire, c'est là qu'il y a cette seconde intrigue dont tu parlais, où tu vois cette histoire entre les employés entre eux. Il y a une histoire, il y en a un qui est jaloux d'un autre, et en fait, la fille, il y a le médecin. Et tu vois qu'il y a autre chose, et cette seconde intrigue est amenée à ce moment-là. Il y a une autre histoire à côté où un des employés de ce laboratoire tombe amoureux de Clémentine, qui avait décidé de faire effacer la mémoire de Joël. Oui, aussi. Et en fait, il récupère tous les souvenirs justement de Joël pour se faire passer pour Joël, pour que Clémentine tombe amoureux de lui. Et sauf que justement, il y a une scène du film où il refait exactement la même chose que Joël avait fait, et là, il se rend compte qu'il y a un problème. Ouais. Là, il se rend compte... Non, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de déjà-vu, en fait, je pense. Enfin, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui coince. D'accord. Ah ouais, c'est... Du coup, pour le coup, c'est Elijah Wood qu'on a connu dans... Oui. En gros, en Fredon, gentil, tout gentil, mignon. Et là, c'est un beau fils de pute, clairement. Ouais, enfin, un sociopathe, on peut dire. Ouais, sociopathe, clairement. Ouais. Lui qui est si mignon, vraiment. Ah mais c'est sympa. Franchement, il y a aussi quand même la petite histoire à côté qui permet aussi de garder du rythme et de pas rester toujours dans le monde onirique où on se perd dans les mémoires. Parce que même si c'est bien fait, clairement le marqueur temporel des cheveux de ah oui, ça aide énormément. Qui passe je crois que c'est vert, rouge, orange, bleu. Alors, la rencontre avec Joël, elle est les cheveux verts. Après, c'est rouge,
Puis après, elle passe à orange. Et bleu, Et bleu, c'est quand c'est fini, qu'elle a effacé Joël de sa mémoire. Ah, parce qu'on fait des petits sauts de souvenir en souvenir, ça. En fait, ça commence par la fin. Ça commence, elle a les cheveux bleus. D'accord. Ça commence par la fin et après on souvenirs revient. redescendent du plus récent au plus ancien. Ok. Donc c'est très important de, on va dire, se fixer un peu sur la couleur des cheveux de Clémentine pour savoir à quel moment on est en fait dans leur histoire. Ouais, c'est un vrai marqueur. Ok. D'accord. C'est simple, comme marqueur. Très très simple. C'est clair, oui, c'est simple. Ils ont raté dans The Witcher de mettre des marqueurs temporels quand tu fais de la temporalité. Tout à fait. Non, mais Eh ben, fallait jouer au jeu plutôt que de mater une série de merde. Les deux sont bien. Non, en tout cas, c'est un très beau film. Est-ce que tu as une petite phrase encore, comme Bot tout à l'heure, pour dire aux gens, allez-y à fond, envoyez-le ou allez le voir, quoi. Déjà, pour les acteurs qui jouent vraiment super bien, et surtout, comme je vous disais, c'est que c'est un film, on va dire, un peu romantique, mais aussi très, très réel, et qui se fait poser beaucoup, des très belles questions sur nous et nos histoires avec les gens, et justement cette histoire de mémoire, de passé, et tout. Voilà. Je vous conseille. Histoire d'amour et de séparation en boucle. Ouais, c'est ça. Et de destin, au final, pour continuer à rêver un petit peu, quoi. C'est ça. Et ben voilà, messieurs, dames, on a fini. C'était bien. C'était pas mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bien. Ouais, très contente. Ouais. Très bien. Oui. C'était très, très apaisant. C'est un peu moins... Il n'y a pas Angelo, c'est pour ça que t'es habitué sur ça, le strip. Un peu moins mouvementé. T'inquiète pas que je vais la garder cette phrase, hein. Je vais lui montrer. Ah bah c'est cool, on a passé un bon petit moment. 45 petites minutes rapides, ça va très très vite. Parfait. Allez. Mais c'est passé... Ça passe tout seul. Ouais. Je vous mets le son de fin que je mettrai... Bien sûr, j'ai privé pour Vendetta parce que vu tous les monologues qu'il y a, j'étais obligé quoi. T'as même pas pris Everybody... Elle est trop dure aussi la phrase de cette chanson là. Je la ferai pas, je la tenterai pas. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Êtes-vous une sorte de malade mental? Je suis presque certain qu'ils le prétendront. Mais à qui, si je puis me permettre, ai-je l'honneur? Je m'appelle Evie.